Alors, laisse-moi te peindre un tableau. Il y a 5 ans, tu gagnais 42 000 dollars par an. Tu vivais dans un petit appartement, tu conduisais une Honda Civic d'occasion, et tu te souviens très bien de cette pensée qui revenait en boucle. Si seulement je pouvais gagner 70 000, je serais tranquille. Je me sentirais enfin à l'aise, je pourrais respirer. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Tu as eu les promotions, tu as fait des heures sup, tu as décroché un meilleur poste. Tu gagnes maintenant 78 000 dollars par an, presque le double de ce que tu touchais avant. Tu as déménagé dans un appartement plus sympa, tu as pris une voiture plus récente, tu sors dîner plus souvent, et pourtant, te voilà là, en train de regarder une vidéo YouTube sur pourquoi tu n'es pas heureux avec ton argent, avec exactement le même stress financier que lorsque tu gagnais 42 000. En fait, si tu es totalement honnête avec toi-même, il est même possible que tu te sentes encore plus tendu aujourd'hui qu'à l'époque. Et le plus fou dans tout ça, tu commences déjà à te dire, si seulement j'atteignais 100 000, là, je me sentirais enfin confortable. Ça te parle? Oui, je m'en doutais. Moi, c'est Bobby, et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à une question simple. Pourquoi plus d'argent ne semble jamais suffire? Si tu fais partie de ces personnes qui franchissent des paliers de revenus, mais retombent toujours au même point émotionnel, ou si tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne te sens pas aussi réussi que ton compte en banque le prétend. Alors, abonne-toi et lâche un like si cette vidéo t'aide à y voir plus clair. Parce que voilà le truc, ce que tu ressens n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas que tu es nul avec l'argent. Ce n'est pas que tu es ingrat. Et ce n'est certainement pas que tu dois juste travailler plus dur et gagner encore plus. Ce que tu vis, c'est l'un des phénomènes psychologiques les plus étudiés de l'histoire humaine. Et il a un nom, le tapis roulant hédonique. Et le jour où tu comprends comment cette machine invisible fonctionne, tu comprends enfin pourquoi tu cours à toute vitesse vers le bonheur, sans jamais vraiment l'atteindre. Plus important encore, tu apprends comment en descendre. Le tapis roulant hédonique, parfois appelé adaptation hédonique, est un concept que les psychologues étudient depuis les années 70, quand les chercheurs Philip Brickman et Donald Campbell ont popularisé le terme. L'idée de base est brutalement simple. L'être humain a une capacité incroyable à s'habituer au changement, qu'il soit positif ou négatif, puis à revenir à un niveau de bonheur relativement stable. Tu gagnes à la loterie, tu es euphorique pendant un moment, puis tu reviens à ton niveau habituel. Tu subis un accident et ta vie bascule. Tu es détruit pendant un temps, puis, avec le temps, tu reviens étonnamment près de ce même niveau. Et ce n'est pas une théorie lancée en l'air, c'est soutenu par des décennies de recherche. Une étude célèbre publiée en 1978 dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les gagnants de loterie n'étaient pas significativement plus heureux qu'un groupe témoin, un an après avoir gagné. Pire, dans certains cas, ils ressentaient moins de plaisir dans les petites joies du quotidien qu'avant de gagner. Réalise ça 2 secondes, des gens qui ont reçu des sommes qui changent une vie finissent par apprécier les plaisirs simples, moins que ceux qui n'ont rien gagné. Ce n'est pas un problème de pauvreté, c'est un problème de cerveau. Et voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Ton cerveau exécute ce même programme à chaque augmentation, chaque promotion, chaque amélioration financière que tu as déjà obtenue. La durée d'adaptation varie, mais la recherche suggère que, pour la majorité des changements financiers positifs, il faut environ 3 à 6 mois avant que ton cerveau recalibre et que ce nouveau niveau devienne normal. Ce salaire de 60 000 dollars qui te paraissait incroyable en janvier, en juillet, c'est juste ton salaire. La voiture qui te donnait l'impression d'avoir réussi le jour où tu es sorti du concessionnaire. Donne-lui 8 mois et ce n'est plus qu'une voiture. Ton cerveau n'est pas conçu pour rester impressionné. Il est conçu pour s'adapter et pour vouloir plus. Et là, je dois te donner quelques chiffres, parce que c'est ici que ça devient à la fois fascinant et un peu dérangeant. Une étude de 2010, menée par Daniel Kahneman et Angus Deaton à Princeton, a analysé plus de 450 000 réponses et a trouvé que le bien-être émotionnel augmente avec le revenu, mais seulement jusqu'à environ 75 000 dollars par an. Au-delà de ce seuil, gagner plus n'avait pas d'impact mesurable sur le bonheur quotidien. Tu vas peut-être me dire, Bobby, cette étude est vieille. 75 000, ça ne vaut plus la même chose aujourd'hui. Et tu as raison. Ajusté à l'inflation, ce chiffre tournerait aujourd'hui autour de 95 000 à 100 000 dollars. Mais écoute bien, une étude plus récente, en 2021, par Matthew Killingsworth à Wharton, a trouvé que le bonheur continue bien de monter avec le revenu après ce seuil, mais à un rythme nettement plus faible. Concrètement, faisons un calcul simple. Si passer de 50 000 à 100 000 t'apporte, disons,
20 unités de bonheur en plus. Passer de 100 000 à 200 000 ne t'apportera peut-être que 5 ou 6 unités supplémentaires. Tu as doublé ton revenu, tu as probablement plus que doublé ton stress. Tu as peut-être doublé tes heures de travail. Et tu as reçu un quart du retour émotionnel. C'est la loi des rendements décroissants appliquée à ta vie entière. Et pourtant, personne n'en parle quand on te répète « hustle plus fort, empile les billets ». L'industrie du conseil financier a tout intérêt à te garder sur ce tapis roulant. Parce que si un jour tu t'arrêtes et que tu réalises que la destination n'existe pas, tu pourrais arrêter de consommer leur contenu aussi. Maintenant, laisse-moi te montrer comment ça se traduit en vrais dollars. Parce que la psychologie abstraite, c'est une chose, mais voir ton argent se faire avaler sous tes yeux, c'en est une autre. Imaginons, tu as 30 ans, tu gagnes 60 000 $. Après impôts, tu ramènes environ 47 000 $ par an, soit à peu près 3 900 $ par mois. Tes dépenses essentielles, loyer, factures, nourriture de base, transport, assurance, tournent autour de 2 400 $. Il te reste 1 500 $ de marge. Tu te sens un peu serré, mais ça passe. Puis tu obtiens une promotion. Tu passes à 80 000 $. Après impôts, tu ramènes environ 62 000 $ par an, soit 5 200 $ par mois. Et là, voilà ce qui arrive. Tu déménages dans un appartement plus sympa parce que tu le mérites et tu ajoutes 500 $ de loyer. Tu changes de voiture parce que la mensualité n'est que 150 $ de plus. Tu manges dehors plus souvent parce que tu es occupé et important et tu ajoutes environ 300 $ de budget nourriture. Tu prends quelques abonnements en plus, tu achètes des vêtements plus chers pour le travail, tu t'inscris peut-être à une salle de sport que tu utilises à peine. Et soudain, tes dépenses essentielles et quasi essentielles gonflent à 3 800 $. Ta marge, 1 400 $. C'est moins qu'avant l'augmentation. Tu as gagné 20 000 $ de plus par an et tu as moins d'air. Ça s'appelle l'inflation du style de vie. Et c'est la manifestation physique du tapis roulant hédonique dans ton compte en banque. Et voici la partie qui me retourne le cerveau. Selon un rapport de 2023 de Bank of America, 52% des Américains qui gagnent entre 100 000 et 150 000 $ par an se décrivent comme vivant de chèque en chèque. Relis ça. Des gens qui gagnent plus de 100 000 par an, environ le top 20% des revenus des ménages, ressentent un stress financier mensuel. Et avant que tu dises « oui, mais c'est dans les villes chères », les données contrôlent ce facteur. Ça arrive partout. Une enquête de 2022 de PIMNTS a même trouvé que 36% des personnes gagnant plus de 200 000 $ se disent aussi « paycheck to paycheck ». À un moment, il faut arrêter de tout mettre sur le dos de l'économie et regarder la psychologie. Ce ne sont pas des gens qui ne peuvent pas se payer leur vie. Ce sont des gens dont la vie s'est élargie pour consommer tout ce qui devient disponible. Ils courent à vitesse maximale, persuadés qu'ils sont presque arrivés, à quelques augmentations près de la paix intérieure. Mais le tapis roulant n'a pas de ligne d'arrivée. C'est précisément ça, le piège. Maintenant, tu te dis peut-être « Ok Bobby, j'ai compris, le tapis roulant, c'est mauvais, mais je dois faire quoi ? Ne plus rien vouloir ? Ne plus améliorer ma vie ? Vivre comme un moine ? Non. Et c'est là que la conversation devient subtile, d'une façon que la plupart des contenus financiers ratent complètement. Le but n'est pas d'éteindre le désir, le but c'est de désirer avec intention, au lieu de désirer automatiquement. Il y a une énorme différence entre améliorer ton logement parce que tu valorises réellement l'espace, l'intimité, le fait de recevoir tes proches, et améliorer ton logement juste parce que c'est ce que les gens font quand ils gagnent plus. Le premier, c'est une dépense consciente, alignée sur tes valeurs. Le second, c'est une adaptation inconsciente à des attentes extérieures. Le tapis roulant hédonique fonctionne en pilote automatique. Il tourne sur cette croyance. Plus, c'est mieux. Upgrade égale bonheur. Mon moi du futur sera comblé par ce que mon moi du passé poursuivait. Mais c'est un mensonge. Ton toi actuel s'est déjà habitué à ce que tu as. Il veut la prochaine chose et ton toi futur s'habituera à cette prochaine chose aussi. Tu ne peux pas gagner ce jeu en courant plus fort. Tu ne peux gagner qu'en changeant les règles. Parlons d'un concept, le fossé de l'expérience. Les chercheurs montrent régulièrement que les achats d'expérience, voyager, aller à des concerts, apprendre une compétence, passer du temps avec ceux que tu aimes, apportent un bonheur plus durable que les achats de matériel. Pourquoi ? D'abord, tu t'habitues moins vite aux expériences parce qu'elles deviennent des souvenirs, pas des objets. Tu ne peux pas t'habituer
à un souvenir comme tu t'habitues à un canapé. Ensuite, les expériences impliquent souvent du lien social. Et le lien social est l'un des meilleurs prédicteurs du bien-être. Enfin, les expériences deviennent une partie de ton identité. Tu es tes aventures, tes histoires, tes défis surmontés. Tu n'es pas ta voiture, ni ta montre, ni ton nombre de mètres carrés. Une étude de 2014 publiée dans Psychological Science a trouvé qu'attendre une expérience génère plus de bonheur qu'attendre un achat matériel et que les émotions positives des expériences durent plus longtemps après coup. Et voici le twist financier. Les expériences sont souvent moins chères que les upgrades matériels qu'on fait à la place. Un week-end camping entre amis peut coûter 200 $. Le SUV que tu as acheté, en partie pour justifier ces sorties que tu fais rarement, t'a coûté 40 000 $. Un cours de cuisine peut coûter environ 100 $ et te donner une vraie compétence, une vraie joie. La rénovation de ta cuisine, faite parce qu'elle n'était pas assez belle, t'a coûté 15 000 et après 3 mois, tu ne la remarques même plus. On surdépense systématiquement sur ce qui apporte moins de bonheur et on sous-dépense sur ce qui en apporte plus. Ce n'est pas juste une mauvaise psychologie, c'est une mauvaise équation. Et maintenant, on arrive à un autre piège, celui dont presque personne ne parle, et il est contre-intuitif. L'illusion de l'arrivée, c'est l'idée que, quand j'arriverai là, je serai heureux, quand j'atteindrai les 6 chiffres, quand j'aurai fini de payer la maison, quand j'aurai 1 million de patrimoine, quand je pourrai prendre ma retraite. Le problème n'est pas que ces choses ne comptent pas, le problème c'est de croire que le bonheur vit à la destination au lieu de vivre dans le chemin. Ce que la recherche suggère, c'est que les gens sont le plus heureux quand ils font des progrès vers des objectifs qui ont du sens, pas quand ils les ont simplement atteints. L'anticipation d'un voyage rend souvent plus heureux que le voyage lui-même. Construire un projet apporte souvent plus de satisfaction que d'encaisser la récompense. S'entraîner pour un marathon peut être plus nourrissant que franchir la ligne. Donc si tu repousses ton bonheur en te disant « Je serai bien quand j'arriverai financièrement », tu fais une erreur énorme. Tu sacrifies le chemin, là où le bonheur vit vraiment, pour une arrivée qui te semblera vide quand tu y seras. J'ai parlé à des gens qui ont passé 20 ans à grinder vers l'indépendance financière. Ils ont atteint leurs chiffres et ils se sont sentis perdus. Ils se sont adaptés. Le but qui les portait avait disparu. Le bonheur promis n'est pas venu. Et ils ont réalisé trop tard qu'ils avaient échangé leurs 30 et leurs 40 ans contre une promesse que leur cerveau ne tiendrait jamais. Alors, qu'est-ce que tu fais, concrètement, avec tout ça ? Comment tu descends du tapis roulant sans abandonner la réussite financière ? Je vais te donner du pratique. Première étape, créer ce que j'appelle une encre de style de vie. C'est une règle que tu te fixes sur la part de tes futures augmentations qui ira dans ton train de vie et la part qui ira dans l'investissement. Pour la plupart des gens, je recommande un partage entre 70-30 et 50-50 avec une part plus élevée vers l'investissement. Donc, si tu reçois une augmentation de 10 000 $, 3 000 $ peuvent aller vers des améliorations de vie et 7 000 $ vont directement vers tes investissements. Ça fait deux choses. 1. Ça empêche l'inflation automatique de ton style de vie qui te garde sur le tapis roulant. 2. Les améliorations que tu fais deviennent intentionnelles, donc plus satisfaisantes, parce que tu choisis au lieu de glisser. L'astuce, c'est de fixer cette règle quand tu es lucide, pas au moment où tu es excité par ton augmentation et que tu la dépenses déjà dans ta tête. Deuxième étape, pratiquer la visualisation négative. Ça sonne triste, mais c'est libérateur. Les stoïciens font ça depuis 2000 ans. Le principe, imaginer régulièrement perdre ce que tu as. Ton appartement, ton travail, ta voiture, tes relations. Non pas pour te rendre malheureux, mais pour casser l'adaptation qui te fait tout prendre pour acquis. Des études montrent que cette pratique augmente la gratitude et l'appréciation du présent, sans changer quoi que ce soit à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour te sentir plus riche. Tu as besoin d'arrêter de t'habituer à ce que tu as déjà. Essaie une fois par semaine. Prends 10 minutes pour imaginer très clairement ta vie si tu perdais ton job et que tu retournais aux revenus que tu avais il y a 5 ans. Ressens l'angoisse, puis ouvre les yeux et réalise que tu as encore ce que tu as. Cet écart entre la perte imaginée et la réalité actuelle, c'est là que vit la gratitude. Et la gratitude est l'un des rares antidotes connus à l'adaptation hédonique. Troisième étape, optimiser pour le temps, pas pour l'argent. Là, beaucoup de gens font tout à l'envers.
Ils sacrifient du temps pour gagner de l'argent, puis utilisent cet argent pour acheter des petites commodités qui leur font gagner quelques minutes, sans voir que l'échange est mauvais. Une étude de 2017 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences a montré que les gens qui dépensent pour gagner du temps rapportent une plus grande satisfaction de vie que ceux qui dépensent surtout en biens matériels. Mais voici l'idée clé, le meilleur achat de temps, c'est d'avoir assez d'argent pour ne plus devoir travailler pour en gagner plus. Chaque dollar investi, au lieu d'être dépensé, est un dollar qui finit par travailler pour toi et qui te rachète des heures de vie. Avec un taux de retrait prudent de 4%, chaque 25 dollars investis achètent environ 1 dollar de revenus passifs annuels, et cela de façon durable. Fais ça pendant 10 ans. Laisse le temps et les intérêts composés faire leur travail et tu t'es offert un revenu équivalent à un petit boulot que tu n'as plus besoin de faire. Tu descends du tapis roulant, non pas en tuant ton ambition, mais en la redirigeant. Au lieu de courir pour acheter plus d'objets, tu cours pour racheter ton temps. Et ça, c'est une course qui a une vraie ligne d'arrivée. Je veux te laisser avec ça. Le tapis roulant hédonique n'est pas maléfique. C'est un mécanisme de survie. Il a aidé nos ancêtres à rester motivés dans un monde de vraie rareté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait tourner un logiciel ancien dans un monde d'abondance artificielle, entouré de publicités, conçues pour exploiter nos failles psychologiques. Chaque panneau, chaque pub, chaque annonce sur Instagram veut te faire croire que tu n'y es presque pas encore, que le bonheur est à un achat près. Et ton cerveau, qui s'adapte à tout ce qui est bon, rend ce mensonge crédible, même quand tu sais intellectuellement que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas cassé pour ressentir ça. Tu es humain, mais être humain, c'est aussi pouvoir reconnaître son programme et choisir autrement. Tu peux décider que assez est un nombre, pas une sensation. Tu peux surveiller la dérive de ton style de vie et la freiner consciemment. Tu peux investir dans des expériences plutôt que des objets, dans du temps plutôt que du prestige, dans le progrès plutôt que l'arrivée. Tu peux descendre du tapis roulant, non pas parce que tu abandonnes la réussite, mais parce que tu comprends enfin que la réussite n'attend pas au bout d'une course infinie. Elle vit dans ta capacité à quitter une compétition qui n'a jamais été conçue pour être gagnée. Si cette vidéo t'a aidé à voir tes finances autrement, lâche un like et abonne-toi pour du contenu qui te fait vraiment réfléchir sur l'argent. On se retrouve dans la prochaine.